Nous allons accueillir donc pour cette deuxième table ronde Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, président de Châteauroux Métropole, Philippe Mignonnet, vice-président délégué au transport à la communauté d'agglomération Grand Calais Terre et Mer, Maxime Huret, donc politiste, on en a parlé tout à l'heure, maître de conférence en sciences politiques, président de VIGS, Villes innovantes et gestion des savoirs, et président comité scientifique de l'Observatoire des villes du transport gratuit, et Michel Zempruch, qui est aussi parmi nous, voilà, représentant du collectif pour la gratuité des transport public de l'agglomération grenobloise et représentant de la coordination nationale des collectifs pour la gratuité des transports publics. Merci, messieurs, merci pour votre présence ici sur cette table ronde. Installez-vous, Michel. Alors, un mot d'excuse. Président Patrice Vergrit, c'était la technique, effectivement, la zapette ne me fonctionnait pas, donc désolé, la technique avait pris le relais, vraiment, voilà. Donc on a des petits soucis qu'on essaye de régler et on va essayer de faire fonctionner ça. Alors ils ont provoqué le débat, retour d'expérience, quelles étapes, quelles conditions et quels points de vigilance pour passer à la gratuité. Nous parlons d'expérience de passage effectif à la gratuité, mais de passage prochainement. Ou d'espoir, c'est l'enjeu de ce deuxième temps d'échange. Sur quel levier peut-on agir? Quels sont les freins? Évidemment, je me tourne vers Châteauroux, qui a provoqué le débat, là aussi en 2001, plus grande agglomération à l'époque. Compiègne était plus petite qu'il avait pris avant. Décision prise par Jean-François Maillet, donc maire UMP à l'époque. Vous, Gilles Averrousse, donc vous avez été son directeur de cabinet avant d'être élu en 2014. Et effectivement, cette mesure à l'époque a attiré les médias nationaux et internationaux. Là aussi, c'était parti d'abord d'un constat aussi économique, budgétaire, tout simplement. Rappelons peut-être aussi le point de départ de cette mesure prise par votre prédécesseur. Alors effectivement, c'est mon prédécesseur Jean-François Maillet, actuel sénateur, qui aurait beaucoup aimé être parmi nous aujourd'hui, mais qui est en déplacement aux États-Unis, qui a pris cette décision. Pour vous brosser son profil, Jean-François Maillet, à l'époque président de la Chambre de commerce et d'industrie, il la quitte au moment où il est élu maire de Châteauroux, concessionnaire automobile. Donc déjà, sa motivation première, c'était pas de supprimer les voitures, clairement. Et lui, le constat qu'il a amené à mettre en place la gratuité, c'est la sous-utilisation du service public, le fait qu'il y avait peu d'usagers dans les bus, et un constat d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais rapport entre l'impôt qui finançait le service et son utilisation par le public. Voilà, il quitte à mettre de l'argent sur un réseau de transport où c'est essentiellement des frais fixes, il faut que les gens utilisent le service. Et puis on était dans une configuration assez proche de celle de Dunkerque, puisque les recettes des usagers de la billetterie couvraient 14% du service, tu disais 15 toi à Dunkerque, donc ouais, on était dans le même rapport. Donc l'enjeu c'était de compenser ces 14% de recettes en trouvant soit des économies dans les dépenses, soit des recettes supplémentaires. Et puis on avait même 47% des voyageurs qui ne payaient déjà, qui étaient exonérés en plus de ce ticket. Donc vous aviez une présentation de toute façon voilà, qu'on va suivre évidemment. Juste voilà, pour redresser le tableau, alors on fait un retour en arrière, on est en 2001, il y a 18 ans. Un réseau qui, alors c'est moi qui dois le faire, on m'a dit mais ça se fait tout seul sinon super. Le réseau est un réseau en étoile. Il a d'ailleurs inspiré le logo de Châteauroux Métropole, le C avec les branches qui partent dans tous les sens. Le centre, donc le dépôt central est en centre-ville de Châteauroux, derrière l'église Saint-André, place Voltaire, et on dessert les 14 communes de l'agglomération en étoile. En 2001, il y avait 15 communes, il y en a 2 confusionnées, on est resté sur un périmètre qui s'est agrandi aussi au gré de l'extension de l'agglomération. Ce qu'il faut savoir, on peut passer au slide suivant, on se trouve en 2001 avec 1,5 million de voyages par an, 1 million de kilomètres parcourus, un ratio par an et par habitant de 21 voyages, la moyenne 34, donc on voit qu'on est bien en dessous de la moyenne des réseaux similaires aux nôtres. On compare avec les réseaux en termes d'habitants dans le circuit desservi. Vous le disiez tout à l'heure, 47% des usagers voyageaient déjà gratuitement et les recettes de billetterie, c'était 400 000 euros. Donc l'enjeu, c'était de compenser ces 400 000 euros. Comment on l'a fait? Alors, les motivations... j'essaye la zapette, voilà, je suis allé trop vite. C'était de permettre à tout le monde d'utiliser les transports, d'améliorer la mobilité, créer une nouvelle dynamique en termes d'image du territoire et d'attractivité. Un objectif qui avait été quantifié, c'était de doubler la fréquentation rapidement. Et puis l'objectif, c'était de ne pas faire supporter
la gratuité des transports par le contribuable, alors on pense aux contribuables particuliers, mais également par les entreprises. C'est-à-dire que s'il y avait une augmentation du versement transport effectué, il fallait qu'elle soit raisonnable. Alors ces 400 000 €, on les a compensés de 3 manières. La première, ça a été d'étendre le réseau avant on est en 2001, au 1er janvier 2000, s'est créée la communauté d'agglomération. Les transports sont gérés par un syndicat intercommunal séparé. L'agglomération prend la compétence transport. Et du coup, l'agglomération est plus large que le syndicat intercommunal d'origine. Ce qui fait que les entreprises situées sur les communes qui deviennent desservies sont aussi assujetties au VT. Il y a de nouvelles entreprises assujetties au versement transport. De cette manière, on récupère 92 000 €. On augmente relativement légèrement, c'est toujours trop quand on augmente, mais de 0,05% le versement transport, il passe de 0,55 à 0,60. Rien que ces 0,05%, c'est 210 000 € de recettes supplémentaires. Et puis, on fait des économies sur l'exploitation avec la suppression de la billettique, le réseau de distribution des titres, plus de contrôleurs, plus de rémunération donc, du réseau de dépositaires. Voilà. Et puis tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué, on améliore quand même la qualité par la hausse de la vitesse commerciale. Donc, recettes supplémentaires, dépenses en moins, on atteint et on commence l'exploitation du réseau gratuit à ISO-coût, sans participation supplémentaire du budget principal de l'agglomération. 18 ans plus tard, c'est plus le cas, puisque si on passe au slide suivant, je suis désolé parce que du coup je demande, et je vais arrêter d'appuyer, voilà, ça évitera de le faire 2 fois. Voilà l'augmentation de la fréquentation depuis 2001. Donc on est passé d'1 523 000 voyages à 5 384 000 au 31 décembre 2018. Et puis l'autre indicateur qu'on suit, c'est celui des kilomètres parcourus, donc c'est-à-dire l'offre de services. Évidemment, la fréquentation augmentant, on a augmenté aussi le cadencement des bus, et on est passé d'un peu plus d'1 million de kilomètres parcourus à 1 752 000. On peut dire qu'on a augmenté de 75% en fait l'offre en termes de services. Et aujourd'hui, le surcoût qu'on n'a pas compensé par une augmentation du VT qui est resté à 0,60, il est de 900 000 € par an pour la collectivité. Donc aujourd'hui, on contribue sur le budget principal à 900 000 €. Lycée sur la période, ça fait en gros 50 000 € de plus par an, ce qui est un choix politique, mais qui était aussi tout à fait supportable par l'agglomération. La qualité du service doit obligatoirement être un indicateur pris en compte, je veux dire, de manière permanente. Et Patrice le disait, il ne faut pas opposer gratuité et baisse de la qualité du service, bien au contraire. On a progressivement amélioré notre réseau, également en mettant en place, en déployant un système d'information des voyageurs à l'intérieur, en adaptant nos bus, puisque la dernière nouveauté, celle de 2019, c'est d'avoir des bus articulés sur les lignes principales. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment pour objectif de garder toujours un service très très performant. Là, vous avez l'évolution du kilomètre par an et par habitant donc parcouru par les bus. Vous voyez une augmentation quasi permanente. On est un peu plus de 23, près de 24 km en 2018. Si on passe au slide suivant, ça c'est le nombre de voyages par an et par habitant. Vous vous rappelez, au début on était à 21 voyages, quand la moyenne était à 34. Aujourd'hui on est à 73 voyages par an et par habitant. Et on nous indique pour les réseaux des agglomérations inférieures à 100 000 habitants, donc 77 réseaux, une moyenne à 35. Donc la moyenne, elle n'a pas beaucoup évolué en 20 ans. En revanche, nous, la fréquentation, elle a plus que doublé. Notre délégataire a des indicateurs de rémunération qui sont évidemment pas ceux liés à la tarification, mais notamment l'augmentation de la fréquentation. On lui met des objectifs dans la délégation de services publics qui est en cours, qui s'échelonne de 2015 à 2021. Il a pour objectif d'augmenter la fréquentation de 15%. On est déjà aujourd'hui à plus 22 sur la période 2015-2018, et dont plus 7% rien que sur l'année 2018. On parlait de pouvoir d'achat et d'impact, certains parlaient des gilets jaunes tout à l'heure. L'augmentation des tarifs du carburant, on l'a ressenti de manière flagrante et immédiate dans l'utilisation du réseau de transport. Si on passe au slide suivant, je l'ai évoqué tout à l'heure,
sur la qualité, donc la mise en place du système d'aide à l'exploitation et à la formation des voyageurs, l'aménagement de points d'arrêt, mise aux normes évidemment de tous les arrêts. Et sur l'investissement, c'est pas parce qu'on est en gratuité qu'on investit moins. La moyenne 900 000 € par an entre 2001 et 2018. On est aujourd'hui à 1,2 million par an, en sachant qu'on a 41 véhicules. Si on avance, l'année dernière, notre opérateur a réalisé une enquête de satisfaction, ce qui nous a permis aussi d'avoir une typologie de la clientèle et de voir qui l'utilisait. Donc 89% de clients réguliers, des femmes à hauteur de 63%. Ça aussi, quand on évoque un des poncifs que tu citais tout à l'heure sur l'insécurité, on nous dit mais les femmes après, elles vont plus être en sécurité, elles vont pas utiliser le bus. Là, c'est la preuve que les femmes n'ont pas peur de prendre le bus puisqu'elles sont largement majoritaires à l'intérieur. Majorité d'actifs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie disait que notre réseau était bien cadencé par rapport aux zones industrielles. C'était pour nous une évidence puisque c'est les entreprises qui payent. Je veux dire, prioritairement, essayer de quand même offrir le meilleur service à celui qui paye. Les classes d'âge, alors faites attention parce que les tranches ne sont pas égalitaires en termes de nombre d'années. Donc ça ne peut pas se lire exactement comme c'est présenté là. 10% de moins de 18 ans. Les scolaires, évidemment, les utilisent. On n'a pas sur la ville de Châteauroux de réseau de transport scolaire. On en a sur les zones rurales environnantes. Et tout à l'heure, le vice-président de la région le disait, tout est gratuit de toute façon, donc il n'y a pas d'interaction entre l'un et l'autre. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 12% des utilisateurs. C'est un peu moins que leur part dans la population. Mais il n'y a pas du tout de crainte des personnes âgées d'utiliser le service, bien au contraire. Et on disait qu'au Québec, les jeunes prenaient pour faire des sorties, prendre des tours de bus. Nous, on a la même chose avec les personnes âgées qui prennent l'habitude, ou même le plaisir, je pourrais dire, de faire des tours de bus sans destination obligatoire. C'est-à-dire, voilà, c'est un vrai tour plaisir et on revient sans avoir quelque chose à faire en particulier. Mais tant mieux, puisque ça permet d'avoir une mixité, au moins dans les âges. Elle est déjà réelle socialement parlant, mais en plus dans les âges, à l'intérieur de nos bus. Et puis l'objectif, la destination, le motif du déplacement, 31% les utilisent pour aller au travail, 29% pour faire des achats, 23% pour les études, le reste étant moins significatif. Et pour terminer, enquête satisfaction, donc il y a 1200 voyageurs interrogés. Ceux qui répondent être tout à fait satisfaits ou plutôt satisfaits représentent plus de 98% des utilisateurs. On peinera le dernier pourcent, on va essayer de les convaincre, mais c'est quand même un taux relativement fort. Et Keolis, qui est notre délégataire des services, qui nous fait les comparaisons avec les autres réseaux, dit qu'effectivement on est vraiment dans le top de la qualité, au moins du ressenti, de la satisfaction de la clientèle. Et la question n'est pas liée à la gratuité. On ne leur a pas demandé est-ce que vous êtes content de la gratuité ou pas de la gratuité, évidemment. C'est vraiment la satisfaction d'utilisation du réseau. Donc 18 ans après, pour nous, un choix dont on se félicite, et je le disais en ouverture ce matin, un choix qui est, pour un réseau comme le nôtre, supportable financièrement et politiquement irréversible. Celui qui dirait je vais remettre les bus payants, même en inventant une éventuelle desserte supplémentaire, des choses comme ça, je pense qu'il n'arriverait pas à convaincre les utilisateurs. Alors on va y revenir justement à cette question. Deux questions dans ce premier tour de table en tout cas. Vous avez parlé du prestataire, on parle de Keolis aussi, puisque cette table ronde doit parler de point de vigilance, en tout cas des étapes. L'étape aussi principale et nécessaire, c'est la relation, une relation privilégiée avec le transporteur qui s'est accompagnée au fil des années de la mise en application aussi de cette mesure. Donc ça s'est aussi très bien passé, ça continue de se passer bien et je pense que cette relation privilégiée, peut-être c'est aussi la base pour la réussite de l'application de cette mesure. Oui, alors le délégataire, à la base, il faut quand même réussir à le convaincre, parce qu'a priori, peut-être ils me démentiront, mais ils ne sont pas favorables à la gratuité, parce que c'est aussi un élément de rémunération, et que vous supprimez un des critères de rémunération quand vous passez à la gratuité. Sur l'exploitation au quotidien, c'est quand même beaucoup plus confortable. La relation avec les chauffeurs, les conducteurs, elle est beaucoup plus apaisée. La clientèle, les usagers qui montent dans les bus, la seule chose qu'on leur demande, c'est de dire bonjour aux chauffeurs, mais il n'y a plus de question de paiement, il n'y a pas du coup de voyageurs qui n'auraient pas validé, qui craindraient un certain contrôle, voilà. Donc les relations, elles sont plutôt calmes
Et aujourd'hui, les chauffeurs qui exprimaient une certaine crainte aussi au début, qui disaient mais est-ce que les gens vont monter et pas nous respecter pour le coup parce que tout est gratuit, qu'on va avoir des incivilités. Mais Patrice l'a bien dit, la gratuité augmente le nombre d'usagers dans le bus. C'est beaucoup plus difficile de faire des dégradations dans un bus quand vous êtes nombreux à l'intérieur que quand vous êtes tout seul au fond. Et vous êtes beaucoup plus fort quand vous êtes 3 contre 1 ou 2 que quand vous êtes 3 contre un bus plein, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, les chauffeurs, ils sont très satisfaits. Il faut de l'expérience pour ça. C'est-à-dire qu'au départ, il faut lancer l'opération Ouais. pour qu'on puisse avoir ce retour. Alors nous, il y a 18 ans, il y avait peu d'autres collectivités en comparaison. Aujourd'hui, ceux qui s'y lancent, ils peuvent très facilement démonter cet argument-là, puisque tous les réseaux qui sont passés à la gratuité font tous le même constat, il n'y a pas de hausse de l'incivilité, et pour les conducteurs et pour les chauffeurs, c'est beaucoup plus facile. Donc socialement, pour le délégataire, quand il gère ses relations avec les personnels, voilà, nous on n'a pas de mouvement de grève pour agression ou des choses comme ça. Donc la relation avec le délégataire, elle se fait sur d'autres critères que la simple rémunération. Alors l'objectif de fréquentation, il lui amène des bonus de rémunération. Donc lui, il a tout intérêt à ce que la qualité du service soit au rendez-vous. Mais on a la chance d'avoir un délégataire avec lequel, effectivement, on a une relation très forte, qui va toujours dans l'innovation, qui nous propose des choses en étant raisonnable, évidemment. Et c'est pas forcément moins d'emplois, puisque aussi, en se faisant l'avocat du diable, c'est de se dire on fait des économies, vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment avec moins de contrôleurs, c'est pas des emplois en moins non plus, puisque on le sait, voilà, on va en parler d'ailleurs, les contrôleurs deviennent aussi des accompagnateurs, en tout cas des médiateurs aussi. Les informateurs. Oui, et puis au-delà de ça, il y a 70% de kilomètres parcourus en plus, ça veut dire plus de bus, plus de chauffeurs. Donc il y a moins d'emplois de contrôleurs, mais au final, on a plus de chauffeurs. Et puis la deuxième question, vous l'avez évoqué enfin, c'était la question de la pérennité d'une telle mesure, alors peut-être aussi pérennité budgétaire, c'est de se dire on fait un pari, mais on fait un pari qui est finalement tenable, quels que soient finalement les enjeux ou les orientations que pourrait prendre une prochaine majorité municipale. Oui, il est tenable parce qu'on maîtrise les coûts. Après, il y aura d'autres enjeux qui vont se poser à nous, notamment du changement de l'énergie, du passage au gaz naturel ou à l'électricité ou à l'hydrogène, qui suppose des investissements supplémentaires avec des bus qui valent plus cher que les bus qu'on achète aujourd'hui et avec des coûts de fonctionnement qui sont plus chers également. Donc ça va être un enjeu important. Voilà, ça va être dans nos discussions avec les délégataires à l'avenir. Ce changement d'énergie, si on le fait, il va falloir l'étaler pour que le surcoût financier, mais je veux dire, c'est la même chose dans les réseaux payants aujourd'hui. Ceux qui sont déjà avec leur versement transport au maximum, qui ont des trams, alors les trams c'est un mauvais exemple sur le changement d'énergie, mais qui ont des réseaux de bus au diesel et qui veulent abandonner le diesel pour passer au tout électrique, ils vont avoir des surcoûts qui vont être aussi difficiles à supporter. C'est le futur, mais en fait c'est aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi dans tous nos débats et dans tous les débats de société, effectivement, l'équipement matériel. Philippe Mignonnet, adjoint à l'environnement, à la sécurité à la ville de Calais, donc vice-président en charge des transports pour la communauté d'agglomération Grand Calais, Terre et Mer. Alors Terres et Mer, c'est les terres et les mers. Une longue carrière aussi dans le secteur du transport, la gestion et l'administration, élu au syndicat des transports, également conseiller départemental du Pas-de-Calais. Vous représentez donc Natacha Bouchard, qu'on salue, maire et présidente de la communauté de communes. La gratuité totale, pour vous, c'est pour le 1er janvier prochain. Alors on évoque 18 ans d'expérience. Là, on va évoquer quelques mois peut-être de stress un petit peu avant la mise en application. Une mesure décidée déjà l'année dernière. Ça n'était pas une promesse électorale. Vous l'avez insisté là-dessus quand on a préparé cet entretien. Même si on devine, ça aura une incidence. Première question, évidemment, la même aussi. Dans quel contexte vous avez choisi la municipalité de décider cette mesure ? C'était une décision lourde à prendre, bien sûr, que de passer à la gratuité. Et puis, je pense que un des phénomènes qui a motivé définitivement cette prise de position a été un fameux samedi de manifestation de Gilets jaunes où nous avons connu des émeutes à Calais comme nous n'avons jamais connu, et avec de très nombreuses dégradations où un quartier de la ville n'était pas embrasé, mais presque. Et Natacha Bouchard, qui ne peut pas être là aujourd'hui puisqu'elle est sur un autre projet dont tu es au courant, Patrice. Vous savez qu'à Calais, on a un projet de dragon, alors en compagnie de la compagnie La Machine de la Rosière de Nantes. Donc elle est à Nantes pour finaliser certains points puisqu'on a quelque chose qui arrive dans quelques semaines, un événement majeur. Et donc, la décision a été prise d'ailleurs très rapidement, de manière à dépassionner un débat politique à venir,
puisque nous savions déjà en 2018 qu'une campagne électorale allait arriver, qu'il nous fallait dépassionner un débat potentiel et de prendre la position de la gratuité avant la campagne électorale et les élections municipales, ce qui a été fait et ce que nous mettons en place au 1er janvier. Effectivement, période de stress, puisque je ne dirais pas que nous plongeons dans la grande inconnue. Nous avons nos amis et voisins dunkerquois qui y sont passés, mais comme nous en échangions effectivement lors de la préparation, une collectivité n'en est pas une autre. Nous avons des populations en partie semblables, mais aussi différentes, des usages et usagers différents. Donc nous avons déjà préparé, bien sûr, des modifications de lignes, des bus articulés hybrides qui effectivement coûtent beaucoup plus cher que du matériel traditionnel, sont en commande et arriveront et seront en service pour le 1er janvier, de manière à caler au mieux l'offre aux besoins. Et puis nous faisons une phase de test. Nous saisissons l'opportunité de la semaine de la mobilité pour faire cette semaine plus le week-end qui précède. Donc 9 jours de gratuité totale, de manière à avoir déjà des tendances qui seront fortes. Alors il y a déjà des périodes de gratuité sur le territoire, notamment lors des pics de pollution, où après le titre atmosphère, nous avons décidé de passer à la gratuité sur les pics de pollution. Donc nous avons déjà quelques exemples, mais nous souhaitons avoir quelque chose qui s'inscrive plus longtemps dans la durée avant de passer au réel au 1er janvier. Je ferai 2 petites parenthèses, si vous me le permettez. Vous, Gilles, tu disais tout à l'heure que pour l'année prochaine, une collectivité, du moins vous échangeriez quant à une collectivité qui allait vous accueillera l'année prochaine avec grand plaisir et vous aurez plaisir de découvrir la ville de Calais sous d'autres facettes que celles que des médias ont pu présenter dans les années passées. Et puis sur l'aspect... C'est-à-dire que vous avez eu de quoi vous occuper ces derniers mois. On est toujours quelque peu occupé, effectivement. En tant qu'adjoint à la sécurité, effectivement. On est toujours, oui, en tant qu'adjoint à la sécurité, oui, j'ai des horaires un peu particuliers. Et puis sur l'aspect sécurité, justement, dans le réseau de transport en commun, nous avons pris la décision il y a quelques semaines maintenant d'officialiser ce qui se faisait de manière plus ou moins officielle et très peu, de manière très homéopathique, mais le préfet, sous-préfet, commissaire, gendarmerie, tout le monde a été avisé, police municipale, que le réseau était d'ores et déjà intégralement gratuit pour les forces de l'ordre, en tenue ou en civil, qu'elle est bénéficiant de la police de sécurité au quotidien. Ça a été concomitant en termes de timing. Et donc, d'ores et déjà, il y a des policiers en tenue ou en civil qui sont dans les bus, qui utilisent le réseau, parce qu'on sentait déjà monter, après cette annonce de gratuité de la part du public, des conducteurs, des contrôleurs, certaines craintes. Et donc, tout ça est en train de s'apaiser. Et même la police elle-même dit c'est très, très intéressant, puisque nous entendons des choses dans le bus sur un trajet qui nous prendrait plus de temps que sur une longue enquête. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour tous. Ça, c'était pas un impact forcément prévu à l'origine dans nos débats aujourd'hui, mais en tout cas, ça y fait. Quelques chiffres peut-être de l'état actuel du réseau, du nombre de voyageurs actuels, et est-ce que, comme Châteauroux, vous fixez d'ores et déjà un premier objectif quantitatif à échelle N+1 ou... Alors nous espérons, bien évidemment, nous sommes à un peu plus de 4 millions de voyageurs par an. Alors le réseau est moins dense que Dunkerque, parce que le territoire est plus petit que le Dunkerquois, que l'agglomération dunkerquoise. Mais nous fixons bien sûr, et nous avions aussi avec notre délégataire des intéressements, donc nous basculons via des avenants, nous gardons une délégation de service public, et donc il y aura les cellules de comptage qui seront à bord. Et donc l'intérêt aussi de notre délégataire est d'avoir un service de qualité, de manière, comme nous tous, à avoir un transfert, un report modal pour une partie qu'on ignore aujourd'hui, qu'on ne peut pas quantifier, donc il nous est difficile d'estimer. Avoir aussi, nous avons 2 gros quartiers sur Calais qui sont des quartiers prioritaires où effectivement, alors qui bénéficiaient déjà de tarifs sociaux, mais pour ne pas être stigmatisé, une partie de cette population n'allait pas chercher ces titres et donc n'utilisait pas le réseau. Et donc demain la gratuité pour tous à l'usager, puisqu'il y aura quand même un coût, il y a toujours un coût, mais pour l'usager, la gratuité totale va permettre aussi, et ça on le sait déjà, puisqu'on le constate lors des gratuités existantes, une meilleure fréquentation de centre-ville,
Aujourd'hui, fixer les objectifs, je dirais que c'est un peu à l'échelle ou en cocordance avec le plan de déplacement urbain que nous avons travaillé, avec bien sûr les services de l'État qui nous ont imposé certaines mesures. Donc nous serons bien évidemment au-delà. Aujourd'hui, il est difficile d'estimer. Tout le service sera fait pour que la fréquentation augmente, bien sûr. L'automobiliste, encore très attaché, on va dire, sur des personnes de nos générations, à sa mobilité individuelle, va aussi évoluer, devra évoluer. La jeune population qui fréquente plus ou moins le réseau aujourd'hui n'est pas intéressée. C'est un vrai sujet. J'ai pu échanger avec certaines auto-écoles qui nous disent on voit une érosion de notre jeune clientèle. De moins en moins de jeunes sont intéressés par le permis de conduire. Ce qui veut dire qu'il y a bien aussi une évolution. Je crois qu'on s'inscrit vraiment tous, toute collectivité passant à la gratuité, dans la durée, où je ne dirais pas qu'il faudra une génération totale pour changer l'état d'esprit, mais en tout cas il faudra du temps pour que le report modal soit effectif. Et puis sur le Calaisis, nous avons aussi d'autres, parce qu'on parle de la gratuité des bus, mais nous avons des Vélines. Nous avons été la première collectivité à mettre en place des Vélines au nord de Paris. Contre toute attente, c'est un vrai succès, avec y compris une très forte utilisation la nuit, alors qu'on dit que dans le nord, il ne fait jamais beau et qu'on ne peut circuler qu'en voiture ou en bus. Eh bien non, les Vélines sont utilisées. Donc il y aura cette gratuité des Vélines également. Alors il y aura toujours un système d'abonnement, parce que c'est une location gratuite, et au-delà de 30 minutes, elle est payante, peut-être un agrandissement de cette amplitude de gratuité, et puis d'autres types de mobilité aussi, puisque nous regardons vers l'avenir, et il ne faut pas ignorer les nouveaux modes de mobilité. Pourquoi pas sur certains axes de la trottinette électrique, sous une formule à trouver, du vélo assistance électrique également, et pourquoi pas, nous avons une gare TGV assez éloignée de Calais, pourquoi pas trouver une formule sur laquelle nous réfléchissons également de voitures électriques qui ne pourraient fonctionner que sur abonnement en covoiturage, permettant à des usagers classiques qui d'ores et déjà le font, certains avaient une vieille voiture à la gare TGV pour se rendre à leur travail. Comme nous travaillons avec chaque zone d'entreprise de manière à calquer leurs demandes, puisqu'ils sont quand même financeurs, de calquer leurs demandes et leurs besoins à nos moyens, eh bien, nous voyons effectivement au fil du temps, je ne dirais pas les parkings se vider, ce serait faux, mais en tout cas des usagers qui avaient une vieille voiture pour du transport d'approche, abandonner ce moyen pour utiliser le transport en commun. Donc c'était l'une de mes question de premier tour de table, c'est l'accompagnement finalement, notamment de la pédagogie et de la formation auprès des habitants, mais ça veut dire que les projets que vous mettez en œuvre vont contribuer à la réussite, en tout cas, de cette mesure. Et puis le dernier point, évidemment, c'est le coût et le financement. Quel modèle économique avez-vous choisi justement pour préparer à supporter financièrement le coût de la mesure? Alors, tout a été étudié. Alors, c'est effectivement toujours très complexe de trouver le meilleur équilibre et le meilleur fonctionnement. Nous avons pris le choix de rester sur une délégation de service public, donc il y aura toujours cet intéressement par les cellules de comptage, d'où l'intérêt d'avoir un service performant, et le délégataire le comprend bien. En ce qui concerne le financement, le versement transport étant supérieur au coût d'exploitation actuel du réseau, il faut quand même, pour bénéficier ou toujours être assujetti à la TVA, parce que c'est un très gros enjeu pour nos collectivités et pour notre syndicat, puisque nous sommes en syndicat, la communauté d'agglomération va compenser une perte des recettes à hauteur de 900 000 € TTC, compensation soumise à TVA. Les CCAS qui d'ores et déjà et depuis plusieurs années nous achetaient les titres sociaux soumis à TVA, continueront également d'acheter sur des volumes identiques ou des montants identiques, de manière à ce que nous puissions rester assujettis à la TVA, parce qu'il y avait aussi là de très grosses inquiétudes, et je ne vous cacherai pas elles ne sont pas en totalité levées, puisqu'il nous est très compliqué d'avoir avec certitude quelque chose écrit dans le marbre, qu'on appelle le rescrit, nous permettant d'asseoir une position et d'en être certain et de dormir serein. Donc là aussi, il faudra
devant ce sujet éminemment important pour l'ensemble de nos populations, où les collectivités qui prennent cette décision s'inscrivent aussi vers l'avenir en termes de transition énergétique, de pouvoir d'achat. Ça touche à plein de sujets, que le législateur, que les gouvernements, quels qu'ils soient, s'intéressent à ce sujet, et pas seulement qu'en France, je pense. La mobilité est un enjeu mondial aujourd'hui, et notre ami et collègue de Sainte-Julie en est là pour témoigner. Effectivement, il faut que des décisions politiques au plus haut niveau soient prises de manière à faciliter ces démarches et pouvoir faciliter les mises en place de ces décisions. Finalement, ce sera peut-être un lien sur toute la journée, le fait que le législateur ou pas doit se saisir de la question. Pour faire le lien avec notre invité suivant, des oppositions, des velléités, des complications politiques au sens noble du terme dans la mise en application de cette mesure? Bien évidemment, bien sûr. Ah mais non, pas forcément, bien évidemment. Avant que nous n'annoncions cette décision, certains disaient mais il faudrait passer à la gratuité du transport. Et lorsque la décision a été annoncée officiellement, ils disaient oui, mais on ne parlait pas de gratuité. En fait, il fallait trouver des formules. Il y a toujours des velléités. C'est une décision politique. L'adversaire politique, et nous en avons toutes et tous, nous qui sommes élus, l'adversaire politique sur bon nombre de sujets sera toujours jamais d'accord, et donc c'est une décision que nous assumons, que nous prenons. L'adversité politique, les velléités sont là, effectivement, mais c'est une décision que nous assumons. La démarche de Natacha Bouchard était de dire nous faisons au 1er janvier 2020 avant les élections, et donc ça ne sera pas un argument de campagne électorale qui va dépassionner, au moins sur ce sujet, le débat. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Alors, on va s'intéresser à aussi des projets. Michel Zempruch est avec nous pour parler de l'expérience grenobloise en particulier, mais plus généralement de la coordination que vous représentez. Aujourd'hui, des collectifs pour la gratuité, des actions marquantes pour certaines à votre actif, même des manifestations devant la mairie de Grenoble, en prenant exemple aussi sur Dunkerque, en disant Dunkerque 1, Grenoble 0. Ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Et là, ce sont des citoyens, des syndicats, des associations, des partis politiques qui se saisissent de la question. Donc c'est intéressant parce que c'est je dirais un débat qui vient de la base ou d'autres bases que le débat politique. Et aujourd'hui, quels sont les résultats de, en tout cas, cette mobilisation sur Grenoble? Où en êtes-vous aujourd'hui, mi-septembre 2019? Bonjour à tout le monde. Je ne vous cache pas que ça fait beaucoup de bien d'être là. On a eu le même sentiment avec mon ami Jean-François quand on était à Dunkerque l'an dernier, d'être dans un environnement favorable évidemment sur le sujet. Ça fait du bien parce que, on va dire, dans l'immense majorité des villes, dont Grenoble, on est quand même bien cerné par beaucoup d'hostilités et beaucoup d'arguments hostiles à la gratuité des transports publics. Et c'est vrai que nous, on est ravis d'être là pour vous faire partager un peu notre réalité militante, que c'est un travail qu'on mène maintenant depuis 5 ans, en tout cas sur l'agglomération grenobloise, où on a créé notre collectif et on a développé tout un travail que je vais vous présenter. Il y aurait tellement de choses à dire, peut-être quand même donner quelques éléments sur notre agglomération grenobloise. On est sur une grande ville qui a un niveau de transport en commun de très très haute qualité, qui est très ancien. Je crois que c'est le premier réseau de tram accessible aux personnes handicapées qui a rendu la ville... elle a été assez connue pour ça, à l'époque de Dubedou notamment. Par contre, on a une majorité actuelle municipale qui est dirigée par Éric Piolle, qui est écologiste, avec ses alliés du parti de gauche et d'autres forces, qui sont hostiles à la gratuité. Alors pour des arguments qui ont déjà été évoqués aujourd'hui, si j'ai le temps, j'y reviendrai. Et donc, nous, quand on a créé le collectif,
Dès le départ, on savait que ça allait être un long chemin et qu'il fallait convaincre, alors non pas les élus, parce que on sait très bien que la plupart des élus étaient, en tout cas sur l'Isère, pas du tout favorables à cette proposition. Donc, nous, en tant qu'association militante, notre force, c'est la conviction dans la population que c'est une solution utile pour les gens, quoi. Donc on a fait un très gros travail quand on s'est lancé pour informer, sensibiliser, mettre au débat cette proposition et mettre en avant, on va dire, un certain nombre d'axes qui nous paraissaient très forts. Je ne vais pas trop les développer, mais vous les connaissez. Bon, évidemment, la question sociale, qui, dès le départ, pour nous, était mise en avant. Ça a déjà été pas mal développé, mais c'est une question extrêmement importante, puisque se déplacer, ça représente un budget de plus en plus important. C'est un frein pour beaucoup de gens en milieu défavorisé. D'ailleurs, ce qui a été dit tout à l'heure sur Dunkerque, il n'y a pas que dans les agglomérations riches que tout va bien, il y a aussi dans les grandes agglomérations riches, dans les grandes métropoles. Je pense que les 30% des pauvres qui ne se déplacent plus, il faudrait faire des études, je suis prêt à parier que c'est pareil partout, pas que dans les départements défavorisés. Le deuxième axe, c'est sur la question de la santé. Alors, on voit bien que toutes les villes s'agitent aujourd'hui parce que l'Europe commence à retoquer maintenant par rapport à la qualité de l'air. Donc, toutes les équipes essaient de trouver des solutions pour faire baisser le taux de pollution parce que la situation est assez catastrophique. Nous, à Grenoble, c'est vraiment un vrai sujet. Il y a une vraie sensibilité par rapport à la question de la qualité de l'air. Et puis troisième sujet, évidemment, c'est sur la question du réchauffement climatique. Les marches climat, les manifestations des jeunes nous le rappellent toutes les semaines qu'il y a urgence. Alors j'insiste sur ce mot. Nous, quand on a été auditionné à la commission du Sénat au mois de juin, on a beaucoup insisté là-dessus, c'est-à-dire que nous, on n'utilise plus le mot transition écologique parce qu'on n'a plus le temps. L'explosion sociale des Gilets jaunes a été le haut-parleur d'un mal-être très profond et je pense qu'il n'est qu'une partie d'une colère qui est accumulée. Et sur les questions climatiques et environnementales, c'est exactement la même chose. Nous n'avons plus le temps. Il faut des mesures, je reprends votre expression, monsieur le maire de Dunkerque, il faut des mesures de rupture aujourd'hui pour faire des grands pas en avant. Effectivement, quand la place des transports représente, je crois, de l'ordre de 30% des émissions, on ne peut pas faire des petites mesurettes. La gratuité est un des leviers très intéressants pour aller, et ça je pense qu'on peut convaincre beaucoup d'élus, pour faire des grands pas en avant. Donc ça c'était le premier point que je voulais souligner. L'autre aspect, on l'avait évoqué à Dunkerque, c'est que on est aussi très attentif à la défense du service public de transport et je pense qu'avec la DTC, la FNOT et plein de gens, on peut se retrouver sur ce combat et je crois que ça a été dit, monsieur de la FNOT a raison, il y a une fragilité, un danger de recul du service public dans ce contexte de baisse de dotation, des moyens des collectivités, d'attaque contre l'ensemble des services publics. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Le transport demain peut être aussi en difficulté et on a le devoir collectivement de défendre le service public de transport. Et on a eu des réflexions entre nous. La gratuité est l'occasion de repenser de manière nouvelle les services publics en impliquant, en associant aussi l'usager, les associations, les organisations syndicales, etc. Alors il y a eu des expériences de mise en place où on a consulté, on a essayé d'associer, etc. Pour nous, c'est très important. Il ne faut pas que ça se décide simplement par en haut. Nos amis d'Aubagne s'en sont rendus compte, c'est-à-dire, certes, c'est venu d'en haut, mais quand le service public est peut-être menacé, à Marseille, nos amis d'Aubagne nous l'avaient dit, l'élargissement, la grande agglomération avec Marseille, si la majorité est hostile à la gratuité, peut-être demain ça disparaîtra. Donc il faut travailler avec les associations, les organisations syndicales pour travailler ensemble. Ça c'est le point que je voulais souligner.
Alors le travail qu'on a fait, et je vais essayer d'aller assez vite, je ne sais pas si on peut lancer le premier, vous dire un peu ce qu'on a fait. Bon, en résumé avec les images, parce que j'ai pas la petite bipette. Non, mais ça va, voilà, c'est parti. Voilà. Il suffit de le dire. Bon, c'est une petite illustration résumée, vraiment très résumée d'actions qu'on a menées. On a fait un énorme travail d'information, de débat, des conférences publiques. On a invité les gens d'Aubagne, on a invité Maxime Muret, son collègue, pour parler de Dunkerque déjà avant, etc., etc. Et un énorme travail auprès de la population, des dizaines de milliers de tracts sur les arrêts de tram, de bus, sur les marchés, dans les quartiers populaires. Et je tiens à le dire, quand on va vraiment sur le terrain auprès des gens, ultra majoritairement, c'est une mesure qui est populaire, qui est attendue. Voilà. Donc s'il y a des élus qui sont réticents, sachez que, je ne sais plus qui avait dit, si un maire veut être élu, qu'il mette en avant la gratuité des transports, ça peut être un argument extrêmement favorable. Nous, on a fait le choix de convaincre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement faire du slogan, il faut faire un travail sérieux. D'ailleurs, nous, on a beaucoup appris, on a beaucoup travaillé entre nous en faisant venir des spécialistes, etc. Bon, on a beaucoup réfléchi, on a fait venir Paul Ariès sur la notion de gratuité, qui est une vraie question politique et philosophique, qui est vraie pas que sur les transports, on peut l'élargir à évidemment d'autres thématiques. Les premiers mètres cubes d'eau, l'électricité, Internet, ce dont tout le monde a besoin. Peut-être que d'ailleurs dans le débat des prochaines municipales, il faudrait élargir cette notion de gratuité. Alors je vais essayer de... Voilà, merci beaucoup. On a organisé beaucoup, on a participé à des débats publics avec d'autres forces, etc., avec des élus d'ailleurs hostiles, comme à l'époque le vice-président à la métropole en charge des transports, Yann Mongaburu, qui était plutôt hostile à la gratuité sur les arguments classiques qu'on retrouve dans le parti des écologistes. Donc ça, c'était extrêmement important. On peut enchaîner sur la suivante. Voilà. On a débattu avec la DTC, la FNOT, y compris à Grenoble. On a fait des débats contradictoires. On est intervenu aussi dans les semaines de la mobilité, la Minatech, où il y a des gens qui sont sur la voiture électrique et des choses comme ça. On a organisé une première rencontre nationale de la coordination, donc ça c'était en mai 2016. Ça aussi c'est très important qu'on se relie les uns les autres. Alors j'en profite d'ailleurs pour dire que c'est vrai au niveau des collectifs, mais là aussi avec les villes qui travaillent en gratuité, il faut qu'on arrive à se lier pour pouvoir faire venir des intervenants pour témoigner, parce que tout le monde ne peut pas venir à des rencontres comme aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut aussi aller dans les villes où il y a débat pour faire progresser les choses. Peut-être si on peut enchaîner l'autre diapo. Présence dans les centres-villes. On a organisé des forums débats dans la ville de Grenoble. On a distribué un quiz. On demandait aux gens qu'est-ce qu'ils savent. Par exemple, est-ce qu'il y a des villes en gratuité en France ? La plupart des gens ils disent non. Et dès qu'on leur dit oui, il y a une quarantaine de villes, les gens ils tombaient des nues. De la visibilité avec des campagnes d'affichage un peu sauvages comme ça qu'on a fait dans le centre-ville. Et puis pétition, le travail classique militant, être visible sur le sujet. On a fait de notre mieux. Et puis on peut enchaîner. Voilà. Et puis évidemment, d'action politique devant la métropole de Grenoble, où on essaie de secouer aussi les élus pour dire que l'urgence, il faut un peu... on a été ignoré pendant des années. Alors, je terminerai là-dessus. Les lignes, elles bougent. C'est-à-dire que le travail paye. On fait un travail sérieux. On est dans un travail de dialogue, mais aussi de pression politique, des manifestations, des rassemblements. On a été reçu par M. Ferrari, le président de la métro de l'Isère, qui nous a gentiment écoutés, mais c'est déjà un premier pas. Et le travail aussi qu'on fait, bien sûr, je termine un peu là-dessus, on fait un travail avec des autres collectifs de France, où on est invité de plus en plus, j'insiste là-dessus, il y a vraiment... Depuis 2 ans, il se passe un truc en France, c'est clair. Je pense que ce qui s'est passé à Tallinn, ce qui s'est passé à Dunkerque, c'est clair, tout le monde s'intéresse à ça. Et on l'a vu sur les marches climat. Faire du vélo, les petits pas, tout le monde en est d'accord. Par contre, quelles propositions concrètes qu'on peut mettre en œuvre rapidement ?
c'est vrai que les transports gratuits, dans beaucoup de milieux militants, c'est un sujet qui commence maintenant à être pris. Je vous donne 2 exemples. Bon, dans la CGT aujourd'hui, c'est un sujet qui faisait peu débat. Bon, là, depuis maintenant 1 an, ça frémit. Et ma conclusion provisoire, c'est pour vous dire que on s'est réunis hier, on a fait une conférence de presse et on a organisé la 3e coordination nationale des collectifs, donc chez vous, monsieur le maire, à Châteauroux. On a bien travaillé hier et notamment autour d'un appel qu'on a médiatisé hier, appel national avec de très nombreuses personnalités, qu'on vous invite à signer pour ceux qui sont là et à faire signer pour que, aux prochaines municipales, ça soit, comme ça a été dit, un sujet fort de cette campagne municipale. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, quand vous dites les lignes bougent, on veut en savoir plus. Vous avez dit, OK, vous avez écouté. Il y avait la slide écouté sur les trucs de presse, si c'est possible de la passer juste là. les articles de presse. Une dernière slide, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, effectivement. Puis vous rajouterez celle de la Nouvelle République du jour, hein, qui vous a consacré effectivement un article hier que vous avez réuni. Oui, quand vous dites les lignes bougent, alors OK, vous avez été reçu par le président Agglomération, mais ça veut dire quoi supplémentaire? On va en savoir plus. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui se saisissent vraiment de cette question pour l'année prochaine? Alors, pour être très franc, Monsieur Ferrari nous a surtout alerté sur sa crainte d'attaque sur le service public, en disant que pour lui, c'était ça la priorité. La gratuité, ce n'était pas son sujet prioritaire. Au niveau du SMTC, donc c'est l'organisme public délégué qui gère les transports en commun. Donc, Yann Mongaburu, qui est donc vice-président en charge des transports, bon, lui, il a évolué. Il se dit aujourd'hui en faveur de la gratuité. Donc, quand je disais que les lignes bougent, voilà, à Grenoble, ils ont lancé une étude d'impact de la gratuité auquel on a été associé. On attend les résultats d'ailleurs qui étaient annoncés cet été. Bon, on espère les avoir à la rentrée pour que ça fasse débat chez les élus de l'Isère. Un élément que je n'ai pas souligné, c'est vrai qu'on a fait aussi un travail pour apporter des réponses par rapport à un certain nombre d'élus et d'associations qui sont réticentes. Je crois que, vous l'avez dit, monsieur le maire de Dunkerque, il faut qu'on fasse des démonstrations que la gratuité, c'est utile, c'est faisable, et que les idées reçues, en fait, bon, il faut les faire tomber, quoi. Et en particulier sur les questions du financement, bon, c'est l'argument qui revient tout le temps. La tarification sociale à Grenoble, le maire Piolle, il est sur cette position-là, en disant que c'est ce qui est le plus juste. Bon, nous, on essaye de les convaincre qu'effectivement, la gratuité permettrait de faire un grand pas en avant. Et je voulais aussi beaucoup insister sur le fait qu'on est dans un contexte politique où la plupart des forces ont du mal à sortir des cadres existants. Voilà. Et nous, dans notre collectif, on essaie de se dire, on peut inventer, comme nos anciens d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, on peut inventer peut-être des nouveaux modes de financement, parce qu'on nous dit, bah oui, mais voilà, dans le cadre du versement transport, il est plafonné, donc on ne peut rien faire. Voilà. C'est souvent ce qu'on nous renvoie. Je pense que plus globalement, la privatisation des autoroutes, qui avant était une recette publique, bon, est-ce que ce n'est pas un sujet qu'il faut remettre sur la table? Le fait que le groupe Total, qui paye aussi peu d'impôts, ça pourrait être, si le législateur le voulait, un mode de financement. Tout l'argent qui va sur les travaux de rond-point, de l'entretien de la voirie, des routes, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas rééquilibrer les choses en faveur du transport collectif? Cette année, on a annoncé 50 milliards de redistribution de dividendes. Parmi ces 50 milliards, quand on parle d'urgence climatique, est-ce qu'on ne peut pas créer un fonds pour le développement des transports publics gratuits? Ok, en tout cas, vous avez répondu aussi à l'une des questions majeures. On en parlait tout à l'heure, c'était la question de s'emparer pour le législateur, en tout cas de cette question. Donc ça pourrait être un argument, en tout cas une des pistes que vous évoquez. Et vous avez même parlé du chiffrement de la mesure pour Grenoble. Donc ça, oui, vous l'aviez estimé le coût aussi, en même temps, pour la collectivité de Grenoble. Alors aujourd'hui, on est en la billetterie, je crois que c'est de l'ordre de 20%, ça coûte à peu près 30 millions d'euros par an.
Ce qui nous met beaucoup en colère à Grenoble, pour ceux qui ont l'occasion de passer, c'est que a été décidé l'élargissement de la rocade de rentrée et de sortie de Grenoble, qui est une autoroute classique en 2 fois 3 voies. C'est annoncé 300 millions d'euros de travaux. On sait que réduire de 15% le flux sur cette rocade permettrait de fluidifier le trafic. Donc pour évidemment les artisans et les gens qui ont besoin de prendre des véhicules, si on mettait 15% des gens qui sont dans les bouchons sur les transports en commun, ça fluidifierait le trafic. Et on pourrait mettre cet argent pour des infrastructures collectives de transport. On pense vraiment qu'il faut changer de paradigme et on ne peut plus. Là, je m'adresse au monsieur de la Chambre de commerce et d'industrie. Convainquez vos collègues de l'Isère que la priorité, ce n'est pas le tout voiture, le tout camion. Il faut sortir de ce modèle. On peut en inventer un nouveau, quoi. Merci beaucoup, Michel Zempruch. Alors, Maxime Huret est avec nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Maître de conférences en sciences politiques, président de VIGS, Ville Innovante et Gestion des Savoirs, et président comité scientifique de Enfin, les gens diront, cet observatoire des villes du transport gratuit. Enfin, un observatoire, première réunion début octobre prochain, à Dunkerque, du reste. Oui, voilà. Il y aura une petite slide pour présenter cet événement. Un séminaire de recherche avec 4 universitaires qui vont présenter le résultat de leurs travaux. Vous avez donc étudié et scruté l'expérience dunkerquoise et vous allez nous expliquer également dans quel contexte s'est fait cette étude et puis dans quel contexte vous avez constitué ce comité scientifique que vous allez nous présenter, Maxime Huret. Oui, alors tout d'abord, je dois vous dire qu'en tant qu'universitaire, c'est vrai qu'on a une position qui est relativement confortable dans le débat sur la gratuité des transports collectifs. Confortable parce qu'on a la chance de travailler sur le temps long. Et ça, c'est important. Et je tiens d'ailleurs à remercier l'agence d'urbanisme de Dunkerque, la communauté urbaine de Dunkerque, qui nous font confiance depuis maintenant 4 ans pour évaluer leur dispositif de mise en gratuité des transports collectifs. Donc ce travail sur le temps long, on a souhaité l'exprimer aussi à travers la création d'un observatoire des villes du transport gratuit, donc je vous le présenterai par la suite. Mais aussi ce travail sur le temps long, quelquefois, ce n'est pas forcément un avantage. Ce n'est pas un avantage parce qu'il ne répond pas toujours au temps médiatique et il ne répond pas toujours au temps politique des élections municipales notamment. Et donc on est régulièrement sollicité pour tout de suite trancher des questions très importantes sur la gratuité dans les différents argumentaires. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours en mesure d'y répondre immédiatement. Et donc, ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'à la veille des élections municipales, on a évidemment énormément de villes, de candidats qui s'intéressent à cette mesure et qui vont, pour, on va dire, confirmer leur avis sur la gratuité, commander des études en l'espace de quelques semaines, quelques mois, et qui vont un petit peu ramener des argumentaires faits de préjugés souvent sur la gratuité, alors que nous essayons de travailler sur le long terme à déconstruire certains de ces argumentaires. Donc c'est parfois un petit peu difficile, et pour sortir de cette contradiction, on a longuement réfléchi avec des collègues, on s'est dit on va créer un observatoire des villes du transport gratuit, qu'on a élaboré en collaboration avec l'agence d'urbanisme de Dunkerque. Et donc on va peut-être commencer à passer les slides. Oups. Voilà, donc un observatoire qui, alors en tant que président du comité scientifique de cet observatoire, déjà, pour revenir sur le débat qui va avoir lieu lors des municipales, nous, on a envie de dire aux villes qu'on a créé un outil pour vous élus, pour vous professionnels des transports, pour vous associations, collectifs, citoyens, qui vous intéressez à la gratuité des transports collectifs. On a créé un outil pour déjà rassembler les informations autour de la gratuité des transports collectifs, les recherches, parce qu'il en existe, surtout à l'étranger, un peu moins en France, et pour, si ça vous intéresse, vous donner des points de vigilance à avoir peut-être dans vos réseaux, dans vos territoires, si vous souhaitez mettre en place cette mesure. Donc nous avons par exemple cartographié ici les réseaux, les villes qui disposent de réseaux de transport gratuits,
gratuité des transports totale, hein, parce qu'il existe beaucoup de gratuité des transports partiels. Donc on a souhaité créer cet observatoire qui a, comme je vous l'ai dit, pour objectif d'améliorer les connaissances sur la gratuité des transports collectifs en France et à l'international, c'est important, de suivre en temps réel l'évolution de la gratuité ou encore d'animer des recherches sur le long terme et des évaluations des politiques publiques de transport gratuit. Alors, on a évidemment travaillé avec un certain nombre de collègues et on a souhaité créer un comité scientifique qui va définir des axes de recherche, qui va aussi valider ce qu'on peut, certaines recherches ou certaines études, en vérifiant les sources, bien évidemment, de ce qui est dit. Je reviendrai tout à l'heure sur certains argumentaires qui ne sont pas toujours vérifiés ou vérifiables. Donc, et ce comité scientifique, on a voulu qu'il soit pluridisciplinaire. Ça, c'était important parce que le débat, il tourne généralement autour de l'économie des transports et de comment on finance les transports collectifs. C'est un débat très important. Mais quand même, déjà, en tant que chercheurs, nous n'avons pas à nous positionner sur les projets politiques et sur les arbitrages financiers qui sont faits par les villes, mais nous pouvons les accompagner en montrant aux décideurs qu'est-ce qui a pu être fait dans d'autres villes en termes de financement, quelles sont les nouvelles recettes fiscales qui peuvent être mises à disposition des élus locaux. Voilà, on peut les accompagner, mais nous ne sommes pas là pour juger du bien fondé de leur projet politique. Donc une équipe pluridisciplinaire et des soutiens institutionnels. Donc là, je peux citer le CEREMA, je peux citer le Forum Bimobile. L'ADEME souhaite également nous rejoindre. Donc on est évidemment encore ouvert à toutes les compétences et à tous les partenaires possibles. Hop. Et donc, au sein de cet observatoire, c'est vrai qu'on a des perspectives pour 2020 qui sont assez intéressantes et qui nous confirment dans notre choix de créer cet observatoire pour travailler sur le long terme. Ce qui est important de dire aussi, c'est que nous allons travailler sur des faits. Nous allons travailler sur des faits. Nous ne sommes pas là pour évidemment essayer de savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais qu'est-ce que nous disent les faits aujourd'hui? Les faits nous disent que la gratuité des transports collectifs est en train de se généraliser. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ce n'est pas une vision utopique. Aujourd'hui, la gratuité des transports collectifs se généralise en France et puis dans certains pays européens. Si je prends uniquement l'exemple des Hauts-de-France, évidemment, on a Dunkerque qui a été le fer de lance ces dernières années, mais on a maintenant Calais au 1er janvier 2020 sur la gratuité totale. On a la ville d'Amiens qui a testé au printemps 4 semaines de gratuité totale des transports collectifs et qui instaure tous les samedis la gratuité des transports. On a Valenciennes qui met en place la gratuité pour les moins de 25 ans. On a l'agglomération de Béthune qui réfléchit intensément. À Lille, on voit que des candidats d'importance prennent des positions en faveur de la gratuité. Et lorsqu'on regarde même au niveau transfrontalier, on a le Luxembourg, 650 000 habitants, qui va passer à la gratuité des transports collectifs. Et Bruxelles, la région capitale de Bruxelles, 19 communes, je crois, la région de Bruxelles-Capitale. Donc une capitale européenne qui annonce et qui a acté la gratuité des transports collectifs pour les moins de 25 ans. Donc nous prenons acte, en tant que chercheurs, de ce phénomène social. Et qu'est-ce que cela nous dit déjà de cette diffusion et de cette généralisation de la gratuité? Premièrement, ça nous dit qu'il n'y a plus de seuil. Il n'y a pas de taille minimale, la gratuité des transports, ce n'est pas que pour les petites et les moyennes villes, puisque là, vous voyez, une capitale européenne, le Luxembourg, on voit que cet argument de dire que finalement que les petites et les moyennes villes peuvent passer à la gratuité, il est remis en cause. Deuxième enseignement, c'est qu'il y a une variété des formes de gratuité. Là, on parle beaucoup de gratuité totale, mais la gratuité partielle, elle existe, c'est une réalité dans beaucoup de réseaux. Et elle est en train de se développer, elle est en train de se renforcer aujourd'hui avec différentes gratuités partielles, par public, par jour, donc par période, etc. Et donc nous, ce qui est important dans cet observatoire, c'est véritablement de développer une approche territoriale de nos recherches, parce que pour le moment, on ne peut pas avoir des résultats systémiques sur la gratuité des transports collectifs. Donc une approche territoriale, évidemment parce que les réseaux sont spécifiques, les territoires aussi, les objectifs même poursuivis par la gratuité des transports peuvent être différents d'un territoire à un autre.
Et donc c'est une démarche que nous avons appliquée à Dunkerque pendant 4 ans, et notamment cette dernière année. Nous avons pendant 1 an évalué la mise en place les effets de la gratuité des transports collectifs à Dunkerque. Donc, pour vous dire à quel point nous travaillons sur le temps long, c'est une recherche d'1 an qui a mobilisé 2 chercheurs, une chargée d'études, une stagiaire et 10 étudiants qui ont travaillé à cette évaluation pendant 1 an. Donc les principaux résultats ont été présentés par Patrice Vergrit. Je ne vais pas les commenter, je ne vais pas tous les commenter, simplement peut-être revenir sur un argument qui revient souvent, qui est de dire que finalement les transports gratuits vont plus inciter les cyclistes et les piétons que les automobilistes. Là déjà, nous demandons les sources de cette affirmation. Nous les demandons depuis longtemps. Évidemment, si nous trouvons les sources, nous les publierons dans l'Observatoire des villes du transport gratuit. Et nous, ce qu'on observe à Dunkerque, c'est plutôt que les transports gratuits et l'amélioration du réseau ont favorisé la multimodalité. Et ça, c'est important parce qu'on avait des chiffres un peu contradictoires sur la marche, notamment. On avait 10% des usagers qui déclaraient avoir un petit peu abandonné la marche pour le transport collectif, et en même temps 20% qui nous déclaraient marcher plus. Donc on a essayé de creuser à travers une enquête qualitative. Là, on a fait une enquête quantitative sur 2000 questionnaires et puis une centaine d'entretiens dans l'enquête qualitative auprès d'usagers pour savoir pourquoi ils s'étaient mis à marcher plus et pourquoi ils s'étaient mis à marcher moins. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que les personnes qui se sont mises à marcher plus sont essentiellement des automobilistes qui prenaient leur voiture devant chez eux, garaient leur voiture devant leur travail et donc marchaient très peu. Là, ils doivent se déplacer à l'arrêt de bus. Ils en profitent parfois pour faire d'autres choses dans le centre-ville. Donc voilà, pour ces personnes-là, ça a favorisé la marche. Pour d'autres, qui au contraire sont passés de la marche vers le bus. Alors certes, il y a des effets d'aubaine. Certains jeunes, il pleut aujourd'hui, on va prendre le bus pour deux arrêts, très bien. Ça existe, c'est marginal à Dunkerque. C'est marginal. Ce qu'on a plutôt observé, c'est des piétons pour qui la marche était vécue comme une pénibilité. Beaucoup de travailleurs, des ouvriers, très présents à Dunkerque, qui ont un travail très physique la journée, et pour qui le bus, donc c'est leur terme, est une soupape de décompression. Au lieu de rentrer à pied chez eux, maintenant ils prennent le bus, et donc c'est une marche pénible qui s'arrête. Certains collégiens, lycéens, avec des cartables de 15 kilos, évidemment, qui allaient dans leur établissement à pied, et pour qui c'était pénible également. Donc, on a déjà de manière qualitative plus d'éléments, plutôt que de dire des grands slogans, les piétons et les cyclistes vont passer dans les bus. On a affiné ces recherches et les conclusions qui en sont données. Je ne vais pas rappeler certains chiffres, simplement je vous invite à poursuivre nos échanges, nos recherches, nos débats, lors du premier séminaire qui sera organisé, premier séminaire de l'Observatoire des villes du transport gratuit, qui sera organisé à l'agence d'urbanisme de Dunkerque, donc le 3 octobre, avec 4 interventions ce jour-là, et puis des discussions du comité scientifique sur les axes de recherche que nous allons mettre en place pour les prochaines années. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime Muret. On va continuer toujours, parce que... Alors, le temps passe, mais j'ai forcément 1 million de questions à vous poser. Malgré tout, les notions un peu plus abstraites, est-ce qu'elles sont intéressantes à aborder? On l'a évoqué tout à l'heure sur la notion de gratuité, gratuité des transports. Est-ce que ça doit arriver dans le domaine public, on va dire? Il y a des questions d'éthique, il y a des questions philosophiques. Dans les chercheurs, on a vu quand même que c'était ultra pluridisciplinaire. Donc on imagine que vous avez des apports un peu plus théoriques aussi, plus que des cas pratiques, qui doivent vous aiguiller ou qui doivent vous aider. Est-ce qu'ils sont importants? C'est comment fonctionne une étude finalement, comment ça fonctionne un observatoire et comment vous allez utiliser toutes ces données. Oui, alors évidemment, entre des historiens, des sociologues, des économistes, des politistes, il y a des entrées qui sont différentes. Ceci étant, c'est déjà de suivre l'évolution de la gratuité sur le temps long, ça c'est important. De le suivre sur le temps long. D'ailleurs, on aimerait bien que des chercheurs s'intéressent à Châteauroux, 18 ans d'expérience quand même. Donc là, il y a déjà un retour qui est très important. Les expériences étrangères également, la comparaison nous intéresse beaucoup. Donc on se rejoint sur pas mal d'éléments. Après, évidemment, d'un point de vue philosophique, la gratuité vient bouleverser énormément de choses chez les professionnels des transports, mais aussi dans la vision qu'on a du service public. On était plutôt parti en termes de service public, de transport, sur l'adaptation d'un droit à la mobilité autour d'individualisation des aides. Là, on revient sur de l'universalité, donc ça nous questionne, c'est intéressant.
Et puis là, on va engager un chantier avec l'ADEME de recherche qui s'intéresse au changement de comportement dans les organisations publiques et privées avec le passage à la gratuité. Comment des professionnels des transports, qui sont, par leurs compétences, leur métier, plutôt parfois hostiles à la gratuité, vont dans certains contextes changer de point de vue, transformer leur métier, s'adapter à ce nouveau paradigme ou ce nouveau modèle de gestion des transports collectifs. Voilà, donc tout est encore ouvert, on a plein de sujets, plein de choses à... Mais comme vous l'avez dit, il est encore trop tôt pour parler d'étapes ou pour parler de points de vigilance. En tout cas, vous serez, et c'est l'objectif que vous vous fixez, d'être, je dirais, un référent en la matière pour répondre aux questions qu'on se pose ce matin, justement, quelles étapes, quels points de vigilance, quels leviers? Alors, un ou des référents, hein. Moi je vous invite aussi à contacter les collègues qui ont été présentés dans le comité scientifique de l'Observatoire. Les points de vigilance, on en connaît déjà certains. Il y a des points de vigilance juridiques, hein, ça a été abordé, des points de vigilance techniques, être en capacité d'absorber une surfréquentation très importante, le plus souvent. Et puis des points de vigilance économiques, bien sûr. Oui, on en connaît déjà un certain nombre. Peut-être qu'on découvrira d'autres problématiques sur des réseaux plus importants, dans des contextes territoriaux inédits. Donc voilà, tout est ouvert et nous ne sommes pas là pour refermer le débat. Voilà, nous sommes là plutôt pour l'ouvrir. Et je pense qu'on a des perspectives de recherche et d'analyse qui s'ouvrent dans les années qui viennent. Voilà, l'année dernière, je vous avais plutôt présenté que j'avais l'impression qu'on était sur un changement de modèle dans les transports. Je crois qu'aujourd'hui, il est acté. En tout cas, on voit que c'est un fait. Hein. La gratuité s'impose, ou en tout cas se diffuse très largement. Et les élections municipales devraient confirmer les résultats des élections municipales. Vu le nombre de candidats qui s'engagent dans cette mesure, devrait confirmer ce mouvement. Point d'étape, prochaines étapes, pour vous, ce sera les municipales l'année prochaine, Michel Zempruch, à Grenoble? C'est un peu le calendrier que vous êtes fixé, ou est-ce qu'il y a d'autres étapes d'ici là d'action de la coordination? Alors oui, là avec la casquette coordination nationale, c'est clair, on a décidé hier soir de faire une campagne jusqu'au municipal pour rendre visible cette proposition, que ça s'impose dans les débats sur toutes les listes. On demande on espère qu'on va être récupéré par tout le monde en termes de revendications. Je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Moi, je suis assez d'accord. On est dans un moment un peu là on sent un peu de bascule, mais voilà, collectivement, je pense à tous les niveaux, il faut qu'on continue de pousser. Je pense que oui, effectivement, ça va être un sujet central. Peut-être aussi un truc qu'on voulait dire. Nous, on a pas mal discuté hier sur un enjeu que les Gilets jaunes d'ailleurs ont vraiment mis sur la table avec fracas. C'est comment on commence à avoir des réponses sur les grandes agglomérations. Alors d'ailleurs, on nous le renvoie en disant oui, mais bon, vous, c'est en gros les riches, les bobos, vous avez les moyens de la gratuité. Nous, dans les zones rurales ou plus périphériques, en gros, on ne pense pas à nous. Je pense qu'en gros, c'est un vrai chantier. Nous, on s'est promis l'année prochaine d'organiser une rencontre sur ces questions-là. Moi, je suis ravi qu'il y ait l'Observatoire, là, c'était dans l'air, qui se concrétise. On est très preneur d'une collaboration pour essayer de penser des réponses, parce que là, il y a vraiment quelque chose à inventer sur l'articulation de nouveaux modèles de déplacement et la gratuité, bien sûr. À Châteauroux, Gilles Averrousse, avec le recul aujourd'hui, peut-on encore parler de points de vigilance? Alors même si vous avez dit tout à l'heure et affirmé au effort qu'un retour à l'ancien temps ne serait pas envisageable sur une commune comme Châteauroux, malgré tout, cette expérience qui continue et qui dure dans le temps doit aussi permettre de devenir expert en la matière pour en dire, voilà, telle vigilance, point de vigilance aussi, notamment sur la durée. Oui, je voulais en préalable vraiment saluer le travail de Maxime Huret et l'initiative de créer cet observatoire des villes du transport gratuit. C'est un des éléments de regret qu'on a, nous, avec 18 ans d'expérience, c'est de ne pas avoir fait d'études préalables, sociologiques, de qui fréquentait
les bus avant le passage à la gratuité, quels étaient les moyens de transport sur la ville en général pour ceux qui ne prenaient pas le bus, et de pouvoir faire aujourd'hui la comparaison et notamment le transfert modal qui a abandonné la voiture. Dans l'enquête de satisfaction qui a été réalisée l'année dernière, il y a un élément qui vraiment nous interroge fortement, c'est que sur les 1200 usagers qui ont été, consultés, interrogés, la société a bien fait attention à avoir un panel d'utilisateurs qui soit représentatif vraiment des usagers. On a 73% de ces usagers qui disent ne pas avoir le permis de conduire. Et pour nous, c'est un taux qui est très fort parce que si on prend les moins de 18 ans, qui par définition l'ont pas, ils représentent que 10% des usagers. Si on rajoute la tranche jusqu'à 25 ans, on est à 33%. Donc 73%, ça veut dire que ça va bien au-delà de ceux qui n'ont pas pu le passer, qui n'ont pas encore eu l'occasion de le passer. Et on se dit que vraisemblablement, avec les 18 ans de recul, il y a des habitants qui ont toujours pris le transport gratuit, qui, sûrement plus fortement qu'ailleurs, ne passent pas le permis aujourd'hui et utilisent les transports en commun gratuits. Nombreux ont été ceux qui sont intervenus depuis ce matin qui disaient les jeunes aujourd'hui ont moins d'appétence sur le permis, mais on a l'impression que chez nous c'est encore plus fort qu'ailleurs, alors qu'on est dans un département rural où la voiture est un élément essentiel du déplacement. Si vous n'avez pas de voiture, vous ne vivez pas dans ce département. J'exagère un peu, mais à peine. Et aujourd'hui, la gratuité et le fait qu'on ait une forte population qui n'ait pas le permis, c'est aussi un élément économique. Je prends l'exemple d'une entreprise qui, ancestralement, s'est installée dans les communes rurales du département. On a une spécialité, nous, c'est le domaine du luxe. On a l'usine Vuitton, on a beaucoup de sous-traitants dans la maroquinerie. Et on a un des sous-traitants qui a plus de 500 salariés, répartis sur plusieurs sites dans les communes rurales, qui, l'année dernière, est venu nous voir en disant « Je veux absolument créer un atelier en ville à Châteauroux, parce que je n'arrive plus à trouver de main-d'œuvre en zone rurale. Ma main-d'œuvre est essentiellement féminine. Majoritairement, elle n'a pas le permis. En zone rurale, on a épuisé les capacités et on va venir s'installer à Châteauroux parce que les transports sont gratuits et qu'on va plus facilement trouver de la main-d'œuvre qui viendra donc à l'atelier parce qu'il n'y aura pas ce problème de mobilité. Et en plus en plein centre-ville, on peut le donner en plein cœur de ville en plus. Et c'est vrai qu'on aurait bien voulu pouvoir bénéficier d'études pour démontrer quelle était l'évolution en la matière. Et la gratuité, je terminerai là-dessus, mais parce qu'on parlait de points de vigilance, mais nous on va être vigilants à tout faire pour maintenir la gratuité en fait, et justement à continuer à développer le réseau. On est dans un dispositif national qui s'appelle Territoire d'industrie, Châteauroux avec Issoudun, donc Issoudun, un peu moins de 30 km d'ici, secteur plus rural. Où les transports publics sont gratuits aussi. Où les transports publics sont gratuits, mais pas avec le même service qu'à Châteauroux, avec quand même beaucoup moins de bus. Pas avec d'opérateurs. Ouais, voilà, donc c'est vraiment, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur les gilets jaunes tête de secteur rural qui disent à la ville, en agglomération urbaine, effectivement, vous avez le service et nous, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, territoire d'industrie, donc comité de pilotage, 80% constitué de chefs d'entreprise. Leur première préoccupation, ça a été de dire on a des difficultés de recrutement. Et le deuxième élément qu'ils mettent en avant, c'est les problèmes de mobilité. Les entreprises d'Issoudun disent nous, ne serait-ce que pour le recrutement d'embauche, quand quelqu'un arrive à la gare, il n'y a pas de taxi ou il n'y a pas suffisamment de bus pour les amener à l'usine passer l'entretien. Et puis les entreprises de Châteauroux disent nous, on n'a pas ce souci-là parce qu'on n'a pas la difficulté. On voit vraiment que l'effet gratuité, transport, à partir du moment où il est qualitatif, il répond à une problématique qui est essentielle pour l'attractivité des territoires. Donc notre point de vigilance, ça va être de garder un service de qualité et de pouvoir répondre à la généralisation, parce que la généralisation, elle va être en ayant plus de villes sur le territoire national, mais elle va être aussi en ayant plus d'usagers encore sur les territoires qui l'ont déjà institué. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai montré la flèche de l'évolution, on a augmenté fortement tout de suite et on a continué à augmenter. En 2012-14, on avait eu un petit palier, mais qui est tout de suite reparti à la hausse. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce qui va arrêter l'augmentation de la fréquentation. Donc notre vigilance, elle est là. Comment on absorbe le surplus, la réussite, voilà. Mais c'est bien, c'est le problème de riches quand on a des réussites en termes de fréquentation. Mais après, il ne faut pas qu'on devienne pauvre parce qu'on est trop riche. Mais c'est luxueux d'avoir ce genre de réflexion en tout cas. Question Philippe Mignonnet pour terminer et conclure avec vous. On terminera avec un mot avec Monsieur Vergrit évidemment. Vous avez évoqué tout à l'heure
voilà, difficile de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour évaluer la mise en place de la gratuité, mais vous avez déjà réfléchi quand même à cela. Et puis, justement, ça vous permet de vous dire sur quel point on va devoir faire particulièrement attention dans l'application, y compris en amont, c'est-à-dire dès aujourd'hui jusqu'à la date fatidique du 1er janvier, et puis dans les mois qui suivent, et puis pour que ça devienne pérenne, évidemment. Là où nous avons déjà un peu d'expérience, c'est sur les jours de gratuité lors des pics de pollution, où en général, alors plusieurs jours consécutifs sont plus représentatifs de la gratuité, puisque le temps de communication du déclenchement et que la gratuité sur ces jours particuliers soit connue, en général on a un jour de battement, mais à partir du deuxième jour, effectivement, nous sentons sur les 4 lignes, on va dire 30% de notre réseau, une hausse. Et c'est d'abord sur ces lignes-là où le nouveau matériel de plus grande capacité sera affecté, bien sûr, plus les renforts. Et ces nouveaux bus vont également amener du nouveau personnel. C'était évoqué tout à l'heure, effectivement, nouveaux moyens, nouvelles méthodes et développement. Nous gardons, entre guillemets, le contrôle après, mais plus dans des rôles de médiation, d'animation, pour montrer aussi du personnel autre que le conducteur encore à bord. Mais une vingtaine de conducteurs vont être recrutés. Certains le sont déjà en formation. Des personnes majoritairement issues de quartiers défavorisés. Donc des jurys ont eu lieu, etc., pour sélectionner des candidats. Ensuite, ce matériel de plus grande capacité vient en remplacement de matériel qui était un peu plus âgé. Nous saisissons aussi cette opportunité, mais pour autant, nous ne nous séparons pas de ce matériel que nous retirons. Et au besoin, il y aura des renforts qui existent déjà à certains horaires, des renforts de transport qui seront mis en place. Au besoin, le temps, encore une fois, d'adapter notre offre et nos possibilités. Peut-être qu'un jour, sur le Calaisis, nous verrons du double articulé, pourquoi pas, ou d'autres moyens, toujours bus, bien sûr, mais pourquoi pas bus à étage à l'anglaise. Nous en avons déjà, mais là, dans une configuration différente, probablement. Pour terminer, Patrice Vergriete, vous avez inspiré des villes, vous vous êtes aussi inspiré peut-être d'expériences. Aujourd'hui, évidemment, vous parlez on a évoqué tout à l'heure le budget avec l'amélioration du réseau. Vous avez déjà prévu le budget, je dirais, de fonctionnement dans 10 ans où, alors bien sûr, le réseau il sera toujours à améliorer, mais peut-être la vitesse de croisière, en tout cas, en se disant, voilà, on sait qu'on aura été vigilant sur tel et tel point, en tout cas pour donner l'exemple à des communes qui souhaitent passer à la gratuité, mais demain, on a un modèle qui est périn, évidemment, avec ce système de fonctionnement. Oui, on anticipe en fait de deux manières. D'abord, ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'évolution du réseau, mais aussi aujourd'hui l'évolution de la ville. Je vous donne un exemple, parce que le transport public gratuit à Dunkerque, il ne fait pas que transformer la mobilité, il va transformer l'urbanisme. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un quart de mon centre-ville qui était du parking. Aujourd'hui, il est à un quart, un tiers vide. Alors qu'on me demandait en début de mandat des places de parking supplémentaires. Hein. Ça doit faire rêver des maires dans la salle. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de mon centre-ville qui n'est pas assez dense pour renforcer, justement, oui, j'ai oublié de dire, avec un chiffre d'affaires commercial du centre-ville de Dunkerque qui augmente et un nombre de visiteurs qui augmente. Et j'ai un tiers et un quart de mes parkings qui sont vides. Donc je vais pouvoir demain, et là on a commencé à anticiper, d'abord supprimer ces parkings, récupérer le foncier et développer de l'habitat, développer de nouveaux commerces. On a déjà un projet de 4000 m² de surface commerciale avec une centaine de logements au-dessus. C'est-à-dire on va pouvoir maintenant développer de la ville. J'avais une autoroute urbaine que vous avez vue en photo, on a réouvert le canal, on a fait un site propre, on a fait un boulevard urbain. J'ai des opérations NPNRU aujourd'hui de démolition-reconstruction, notamment de Grande Barre et de Grande Tour à Saint-Paul-sur-Mer. La reconstruction, elle se fait là, avec en face 10 minutes de fréquence gratuite, une piste cyclable, du bus en site propre, etc. C'est-à-dire que la première chose qu'on a prévue, c'est la transformation de l'agglo. C'est-à-dire que c'est la transformation urbanistique de l'agglo. Et aujourd'hui, elle est en route. Donc la mobilité, elle touche tout. Voilà. D'ailleurs,
quand on a parlé tout à l'heure de périphérie, les conséquences de mobilité, c'est les politiques d'urbanisme d'il y a 50 ans, depuis 50 ans en France, qui privilégient l'étalement urbain. Aujourd'hui, on paye 50 ans de politique d'urbanisme. Aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est 50 ans de politique d'urbanisme. C'est des choix qui ont été faits. Donc aujourd'hui, le but, c'est de transformer la ville et donc d'utiliser aussi le réseau de transport pour transformer l'agglomération. Et de l'autre côté, oui, on anticipe l'évolution du réseau de transport. De quelle manière ? Gilles l'a dit, à un moment, il faut commencer à penser carburant. Alors pour l'instant, ils se déplacent en collectif. Pour l'instant, c'est des bus au gaz. Il faudrait demain que ce soit zéro polluant. Bon. Donc on doit commencer à réfléchir à l'énergie qui va déplacer le transport collectif. On le fait tous, les collectivités, on regarde. On a des options, on est très attentif à ça. Aujourd'hui, il y a des solutions qui commencent à apparaître, mais qui ne nous paraissent pas encore suffisamment solides pour qu'on y aille. Mais on est très attentif, comme beaucoup de collectivités. Et puis, il y a la question de l'évolution du réseau. En fait, ce qui se passe, comme on a remis maintenant le transport collectif dans la tête des Dunkerquois, on voit des perceptions de l'agglomération différentes. Des communes qui se sentaient encore périphériques, pour ceux qui connaissent l'agglomération dunkerquoise, je pense à des communes comme Tétéghem ou Cappelle-la-Grande, qui avaient un fonctionnement un peu périphérique du centre d'agglomération, aujourd'hui aspirent à rentrer dans le 10 minutes de fréquence gratuit, etc. C'est-à-dire que disent « Ah ben moi aussi, j'aimerais taper à la porte ». Et on est en train de modifier, en fait, ce qu'est la centralité d'agglomération. Et donc, les étapes suivantes, ce sera la façon dont on va réussir, en fait, à élargir la centralité d'agglomération, ce qui pose derrière des questions institutionnelles, parce que, je le dis franchement, ça pose la question de fusion de communes, ça pose la question des équilibres à l'échelle de l'agglomération, des questions politiques lourdes, profondes. Donc, on est en train de réfléchir effectivement à cette évolution du réseau et la façon dont, en fait, on va accompagner la transformation de l'agglo. Donc, en fait, pour résumer mon propos, tout ce qui s'est passé là n'est que la première étape d'une transformation urbanistique de l'agglo, à la fois dans les quartiers populaires et à la fois dans le centre-ville, mais aussi une réflexion sur l'organisation de l'agglomération. Qu'est-ce que le centre d'agglomération? C'est quoi la centralité d'agglomération? Où est-ce qu'à un moment donné, on rentre dans une forme de périphérie? Comment on organise la périphérie? Et ça aussi, c'est une question fondamentale. Les problèmes d'urbanisme qu'on a depuis 50 ans qui ont créé l'étalement urbain, la question c'est qu'on les a. On les a, malheureusement on les a. Et cette question-là, c'est une question que tous les maires aujourd'hui se posent. C'est la question centrale des Gilets jaunes aujourd'hui. Comment, effectivement, on résout les questions de mobilité dans des zones moins denses? Pour nous aussi, ça peut être les zones industrielles. Et ça aussi, c'est les questions de demain. Merci beaucoup. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut l'applaudir, oui, effectivement. En préparant, ça me rappelle ce qu'on se disait au téléphone, Madame Roy, avec l'expérience au Canada. C'est exactement la même chose, la notion de quel type de nouvelles intercommunalités, comment on recentralise un petit peu les choses et comment on recrée un réseau autour de ça. Peut-être que Sainte-Julie deviendra finalement la capitale et que Montréal viendra se greffer à côté, peut-être demain, en tout cas. Merci beaucoup Patrice Vergrit, Philippe Mignonnet, Michel Zemfruch, Maxime Huret, Gilles Averrousse pour cette table ronde. Le temps nous presse malheureusement. Je dois vous inviter dans le hall d'Equinox pour un buffet, un cocktail avec des produits Berrichon. Essentiellement, nous allons vous faire découvrir les qualités les culinaires préparées par la cuisine centrale de Châteauroux Métropole, qu'on va saluer. On va saluer également le service des espaces verts et des serres municipales qui ont fait la décoration de la salle. Voilà, on en a évoqué. Donc, merci à vous.